dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Alors si je suis honnête, l'invité du jour, je lui crée bien son job. D'abord parce que non seulement son quotidien professionnel, c'est de voyager à travers le monde aujourd'hui, un peu plus évidemment en France, avec la pandémie malheureusement qui nous guette tous, mais surtout parce qu'il est payé pour ça, pour aller se balader, pour nous faire rêver, pour voyager. Vous l'avez aimé et adoré dans le magazine Échappée belle. À l'époque, c'est sur France 5, un magazine qu'il a porté pendant 5 ans. Maintenant, c'est dans une émission d'évasion, mais cette fois pour France 2, qu'il s'épanouit et qui nous invite également à voyager. Un programme où l'authenticité, évidemment, des rencontres est importante, mais aussi où les paysages magnifiques où il nous emmène chassent un peu la morosité ambiante. Et on en a vraiment besoin en ce moment. Raphaël de Casabianca, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, je suis sérieux, je ne vais pas vous piquer votre job, mais c'est vrai que vous avez envie de nous emmener dans nos terres inconnues. Je rappelle qui est le programme de l'émission que vous incarnez sur France 2. Et le prochain, c'est mardi 6 avril, mardi prochain, dans les Pyrénées, en compagnie de l'humoriste Ahmed Silla. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, avec cet environnement, cette pandémie et les restrictions qu'on peut avoir aujourd'hui sanitaires, de faire votre métier ? Alors, je ne peux pas le faire, mon métier. Parce que il y a des parenthèses. Voilà, l'année 2020 est une très grande parenthèse où on n'a pu avoir qu'un tournage, c'est avec Ahmed, justement, dans les Pyrénées. Et on s'est rendu compte à quel point ça nous faisait du bien de se retrouver. C'était vraiment entre les deux confinements. On a pris toutes les mesures, on était tous testés, voilà. Mais on était surtout heureux de se retrouver, de retrouver cette humanité, d'être dehors. On s'est rendu compte dans l'année qui vient de passer, dans les mois qui viennent de passer, à quel point c'était précieux, cette liberté. Et on s'en rend compte encore maintenant, parce que le mois d'avril va être compliqué pour beaucoup de familles. Et donc, on était tellement excités et tellement joyeux, heureux de se retrouver, de pouvoir se toucher, de pouvoir vivre des moments ensemble, de se retrouver autour d'une table, de pouvoir discuter, de s'intéresser à l'autre. On retrouvait notre part d'humanité. Et ça, Ahmed, il l'a vécu extrêmement fort, nos intervenants aussi, et tout le monde, et l'équipe derrière aussi, les réalisateurs, quand on parle de beaux paysages, il y a une équipe formidable derrière qui met tout ça en images, Pierre Stine et ses équipes, et donc ça nous a fait vraiment du bien, et donc on a pris ça là aussi comme une parenthèse enchantée, magnifique, et on en a profité vraiment pleinement. Et donc, si je conclue, vous vivez dans le manque aujourd'hui Alors, je suis plutôt optimiste, moi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, je voyage et donc j'ai cette chance-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. L'année dernière, ils n'ont pas eu cette chance, puis ils n'ont jamais de leur vie. Donc, je savoure à quel point je suis privilégié de temps en temps de pouvoir faire ce métier. Et donc, quand il y a des pauses, je l'accepte. C'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, j'espère repartir. J'ai eu la chance de partir avec Vianney au début d'année, on a une fenêtre. Mon prochain voyage est annulé dans quelques mois, donc on le reporte. Mais c'est la vie, c'est les aléas, et puis voilà, c'est pas grave. On retrouvera toujours le plaisir de repartir, et surtout, pour moi, ce qui est le plus important, de partager ce qu'on vit et les valeurs qu'on peut porter. C'est là la grande fierté aussi de ce programme. Nous sommes en direct avec Raphaël de Casabianca, je rappelle, sur Figaro Live, diffusé sur le Figaro.fr, mais également la page Facebook de TV Magazine. Depuis qu'il a repris les commandes de ce programme, dites-nous ce que vous pensez de l'évolution de sa carrière, des voyages auxquels il vous invite. Est-ce que vous le préfériez dans l'exercice précédent, sur France 5 que sur France 2 aujourd'hui? Dites-nous tout. Et en attendant, je vous propose surtout qu'on découvre les news médias du jour, et c'est avec Damien Canivez. Alors, tradition oblige, Raphaël, on démarre les audiences. Comme toujours. Comme toujours, par les audiences, les news médias du jour, par les audiences de la veille. Et c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences. La chaîne dégainait l'épilogue de la série Gloria, portée par Cécile Bois, avec plus de 6 millions de téléspectateurs. C'est un score en hausse sur une semaine, près de 28% de part d'audience. M6 dégainait un nouveau numéro de Top Chef, exceptionnellement programmé un jeudi, car la veille, on avait un match de football sur cette chaîne. Donc on a décidé, effectivement, M6 a décidé en tout cas de programmer ce concours culinaire le jeudi. Et bien les cuisiniers emportés par Stéphane Rothenberg ont rassemblé 2,8 millions de gourmands, ce qui est un score stable par rapport à la semaine précédente, 13,2% de part d'audience. France 3 enfile la médaille de bronze avec le film Les Gardiennes, avec Nathalie Baye et Laura Smet. Et enfin, on termine avec cette légère déception signée France 2, pardon Raphaël, voilà, avec Élise Lucet qui misait sur un nouveau numéro de Cache Investigation. Cette fois-ci, la présentatrice s'est intéressée aux stratégies pour nous faire boire. 1,9 million de curieux, 8,3% du public. Élise Lucet, elle est réputée pour son caractère, puis ne rien jamais lâcher dans les entretiens et dans les enquêtes qu'elle mène. Un peu rentre dedans. Comme vous, non? C'est un peu loin du style que vous incarnez, vous.
Oui. Bah, on fait deux métiers extrêmement différents. Moi, je suis à la rencontre des gens, je suis Un passeur, dans les, voilà, un passeur dans les régions, dans les pays. Là, c'est une investigation, c'est des journalistes qui vont faire une enquête et qui vont nous proposer cette enquête sérieuse. Donc, on est dans deux styles extrêmement différents. On poursuit les news médias avec le départ d'une voix historique, cette fois d'une radio RTL. Exactement, alors on ne peut pas le qualifier d'animateur à proprement parler, mais il vous a très certainement accompagné sur la route du retour entre votre lieu de travail et votre domicile, si jamais vous écoutiez RTL. Selon le blog de Jean-Marc Morandini, Jean-Jacques Perroni a été évincé de la célèbre station de radio. Il occupait le fauteuil de sociétaire des grosses têtes sur RTL depuis maintenant 23 ans quand même, ce qui signifie qu'il a connu l'ère Philippe Bouvard, mais également le règne de Laurent Ruquier, qui est depuis 2014 le chef d'orchestre de cette émission qui est diffusée de 15h30 à 18h. Et c'est précisément cette nouvelle époque incarnée par Laurent Ruquier que Jean-Jacques Perroni ne se reconnaît plus. Dans un entretien accordé cette semaine à la chaîne Non-Stop People, il déclare, je le cite, « On est sous la botte de la commandant de tour bien pensante, je m'emmerde, je raconte une blague et Laurent Ruquier me dit celle-là, on va la couper. Comme je dis, on n'est pas à France Inter, merde. » Voilà, fin de citation. C'est ce qu'il a déclaré avant d'ailleurs d'adresser un joli doigt d'honneur à son équipe. Alors forcément, ces propos qui sont assez chocs, on peut le dire, n'ont pas forcément fait plaisir à la direction de RTL, qui a donc choisi d'écarter Jean-Jacques Perroni, qui est quand même une voix historique de cette radio. Vous pensez qu'on est vraiment dans une période où la bien-pensance, aujourd'hui, elle est en train d'être asphyxiée dans les médias ? Non, je pense qu'il y a surtout une prise de conscience qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi comme à une certaine époque. Et donc forcément, cette prise de conscience, elle touche tout le monde, les journalistes, les gens qu'on rencontre. Et que ce qui était choquant, ce qui n'était pas choquant il y a 20 ans, l'est beaucoup plus maintenant. Donc évidemment, il faut faire attention. Non, moi ça me... Après, est-ce que les époques changent, les styles changent, il y a toujours de la casse entre guillemets et c'est toujours dur de s'adapter. Et après, voilà, c'est un départ, c'est une voie historique, puis il y en aura d'autres qui arriveront. Moi je suis plutôt là aussi très optimiste. Très positif. Ah oui, mais c'est la vie, tout simplement. On conclut ces news médias du jour avec l'arrivée d'une tête d'affiche. C'est une femme sur LCI. Oui, elle ne sera restée sans emploi que pendant 3 mois. La journaliste présentatrice Ruth Elkrieff pose ses valises dans les couloirs de LCI, où elle a commencé d'ailleurs sa carrière en 1994. Elle devrait apparaître pour la première fois en mai prochain et prendre par la suite les rênes d'un rendez-vous quotidien qui s'inscrira très probablement dans la campagne présidentielle. Ruth Elkrieff, vous la connaissez, elle a participé à la création de la chaîne d'information en continu BFM TV. D'ailleurs, le 28 novembre 2005, un visage apparaît pour la toute première fois sur cette chaîne d'information en continu de la TNT. Juste après un décompte, c'était celui de Ruth Elkrieff, mais ce statut de pionnière ne l'a pas forcément protégée. Ruth Elkrieff était un peu mise au placard depuis la rentrée, alors qu'elle incarnait la saison dernière encore un rendez-vous stratégique sur la case de 19h. Cette année, elle ne faisait qu'un rendez-vous, c'était un rendez-vous du samedi, un grand entretien dans une case qui était un petit peu moins exposée. Donc forcément... Voilà, elle a décidé de changer de crèmerie, puis on la retrouvera la saison prochaine, en tout cas à partir de mai prochain, normalement, sur LCI. Et à la rentrée, a priori, si on a bien compris, sur une quotidienne. Sur une quotidienne, c'est ça. Exactement. Voilà, où elle, pareil, elle mènera des entretiens, peut-être avec des candidats qui sont déclarés à la course à l'Élysée. Voilà. À suivre donc, vous êtes un gros consommateur de chaînes d'infos ou pas du tout, parce que c'est vraiment un style très, très éloigné, de la frénésie. Alors, je vais vous dire, je vais vous décevoir, j'ai pas la télé déjà. Vous n'avez pas la télé ? Ah non, je n'ai pas la télé, donc je regarde jamais la télé, sauf en replay avec mon ordinateur. Donc je ne regarde pas la télé. Les chaînes d'infos, alors pas du tout, parce que je trouve au bout d'un moment que c'est un peu anxiogène. J'ai l'impression qu'on me répète toujours la même chose. Et puis voilà, j'ai envie de me nourrir aussi. En fait, le monde est égal au regard qu'on porte sur lui. Et je pense que quand on se nourrit de belles choses, voilà, le monde est beau. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent magnifiques qui ne rentrent pas dans les cases de BFM ou des chaînes d'infos. Et c'est plutôt ça, là où je vais piocher, me nourrir. Donc, non, je ne regarde pas du tout les chaînes d'infos. C'est pas une forme de protection ? Ah non, pas du tout, c'est une forme d'intérêt, tout simplement. Je regarder quelqu'un dans un studio qui va me raconter sa vision du monde, souvent un peu négative ou anxiogène. Non, je préfère lire, je préfère passer plus de temps à regarder des choses qui m'intéressent. Mais voilà, et c'est aussi ce que j'aime dans Nos Terres Inconnues, pour revenir là-dessus, c'est que nous, on va à la rencontre de gens qui bougent les choses, qui sont engagés, qui sont en phase avec leurs valeurs et qui sont dans le concret et qui nous partagent ces valeurs. Et je trouve que c'est très important à la télévision de partager des choses positives, des rencontres de cette humanité qui est essentielle. Parce que sinon, si on s'abreuve toute la journée de choses négatives, évidemment,
on devient fou. Donc pour moi, c'est important qu'à 20h50 sur France 2, grâce à Ahmed aussi, mes invités, on soit à la rencontre de ces Français qui sont fiers, qui bougent et qui nous apportent aussi quelque chose. Et j'espère que les gens qui le regarderont chez eux, en famille, avec une génération aussi plus jeune, que peut-être le public d'Ahmed, qui ne regarderait pas forcément Nos Terres Inconnues, se disent tiens, il y a des gens qui font ça, tiens, il y a des gens qui défendent la terre, tiens, il y a des gens qui veulent se protéger. Il y en a qui veulent une autonomie, certes, mais partagée. Enfin, il y a plein de valeurs à transmettre. Et c'est ça que j'ai envie de porter. Une source d'inspiration pour poursuivre dans l'interview du Buzz Télé. Merci Damien. Avec plaisir, Philippe. Et on poursuit tout de suite avec justement l'interview du Buzz Télé avec Raphaël. Alors, vous proposez, on l'a dit, un nouveau numéro du magazine Nos Terres Inconnues. C'est ce mardi 6 avril sur France 2 en prime time. Vous avez choisi de sillonner les Pyrénées avec, comme l'a dit Ahmed Silla. Il se trouve que vous êtes également originaire du Berne. Si on dit pas de... Oui, par mon grand-père. Par votre grand-père. Maternel, ouais. C'est, comme par hasard, vous commencez votre périple dans la vallée d'Aspe, en Berne. Vous avez eu le temps de militer pour emmener vos caméras sur vos terres ou c'est une heureuse coïncidence? C'est une heureuse coïncidence, même si j'avais à cœur de découvrir cette région qui m'est chère parce que par mon grand-père maternel, qui est enterré à Oloron-Sainte-Marie, donc j'ai eu de la chance de passer le voir juste avant de tourner. J'avais à cœur de découvrir et de passer plus de temps dans cette région. Mais au final, la décision de partir dans une région, dans un département, c'est une décision collégiale avec la rédactrice en chef Lisa Delahaye, avec Frédéric Lopez, producteur, avec notre équipe. Et on se dit, tiens, comment on peut, dans cette géographie, certes, de territoire, mais aussi cette géographie humaine, avec les gens qu'on rencontre, comment tout ça va prendre forme et quelle histoire on va raconter, qu'est-ce qu'on veut montrer. Et donc, il se trouve qu'on aurait pu choisir que le Pays Basque. On a décidé de choisir les Pyrénées, qui est ce lien entre le Béarn et le Pays Basque, parce que ça avait du sens dans ces montagnes habitées. Et donc voilà, donc ça se fait comme ça. Et je suis très heureux de pouvoir montrer ce coin-là, et notamment la vallée d'Aspe, qui est sauvage, magnifique. Enfin, quand on voit les images, on a juste une seule envie, c'est partir. Des endroits magnifiques et merveilleux. Pour ce numéro, c'est l'humoriste Ahmed Silla qui sera à vos côtés, qui va découvrir ce somptueux territoire que vous décrivez. Pourquoi vous avez proposé à ce comédien, justement, en particulier, de vous accompagner? Alors déjà, j'avais proposé de partir en rendez-vous en terre inconnue, c'est-à-dire à l'autre bout du monde. L'autre émission que vous incarnez. Exactement. Et il a dit non. Et il avait trop peur, je pense que c'était d'un point de vue émotionnel, peut-être de partir loin, enfin je ne sais pas. Il a dit, je préfère partir en France. Et moi, j'avais envie de partir avec lui parce que premièrement, j'avais vu l'Ascension, que j'avais trouvé super. Deuxièmement, j'adorais ses sketchs, que je trouve, il est immensément drôle. Enfin, moi, il me fait rire et j'avais adoré toutes ces petites vidéos qu'il faisait, je trouvais qu'il était très fort. Et puis, je me suis dit, il y a aussi une recherche de ma part de dire, voilà, les valeurs qu'on porte, j'ai envie que ces valeurs touchent le maximum de personnes. Et je sais qu'Ahmed, il s'adresse à un public qui n'est pas forcément le public de Nos Terres Inconnues. Il y a toute une nouvelle génération qui ne connaît pas forcément Nos Terres ou Rendez-vous. Et je me dis, mais s'ils vont venir le voir pour Ahmed, pourquoi pas? Et bien peut-être qu'ils vont ouvrir une porte qui va leur faire découvrir quelque chose d'autre et qui va leur faire réfléchir et avec lequel ils vont pouvoir discuter aussi en famille. Et donc je trouve ça génial de partir avec cette nouvelle génération d'humoristes, de chanteurs, d'acteurs, parce qu'ils touchent d'autres personnes. Et c'est aussi le but de ce voyage. À travers Ahmed, on donne la parole à des paysans, à des bergers, à des soignants, à ces Français qui sont fiers de leur territoire. Damien, une première question ou réaction d'un internaute. Oui, exactement. On est sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser naturellement toutes vos questions. Il y a Sophie qui trouve que votre programme est absolument magnifique. Voilà, ça c'est son Merci, commentaire Sophie. sur la page Facebook de TV Mag. Elisabeth aussi rejoint ce commentaire. Elle est grande fan du programme, c'est ce qu'elle nous indique. Et on va prendre une question de Sandrine qui souhaite savoir quel adjectif employerez-vous pour qualifier Ahmed Silla? Ahmed, il y a plein de... Alors, je ne peux pas me dire un adjectif, c'est beaucoup trop. difficile. Premièrement, c'est... Il y a plein de choses. Premièrement, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, qui a un rapport à la vie avec beaucoup de légèreté. Et il peut être aussi vraiment dans l'écoute. C'est quelqu'un qui désamorce des situations, mais qui a une joie de vivre communicative. Et puis surtout, souvent on dit s'intéresser à quelqu'un, c'est poser plein de questions, mais moi je pense que s'intéresser à quelqu'un, c'est savoir écouter. Et Ahmed, il a une qualité d'écoute extraordinaire. Ça veut dire qu'il est vraiment aussi altruiste dans sa manière d'être. Il est vraiment au service de la personne qu'il rencontre. Donc je trouve qu'il a une personnalité à la fois hyper dynamique, hyper drôle, à la fois très profonde, très juste, dans l'empathie.
Et c'est quelqu'un qui a plein d'idées aussi. Quand on passe du temps avec lui, ça fuse. Donc j'ai l'impression d'être parti avec un ami avec qui je vais lui faire découvrir un coin de France. Et même quand on dort dans la tente, quand il veut pas se baigner, enfin... Chez Joseph et Elie. Ouais, voilà. Et, enfin, pour lui, c'est pas du tout un randonneur. Hein. Lui, alors là... D'ailleurs, il a du mal à se baigner. Hein, il a du mal à se baigner. Il dit, moi, franchement, mon corps est fait pour être sur un canapé presque porte de la Chapelle. Je suis pas dans The Revenant, je suis pas Leonardo DiCaprio parce que je lui dis à un moment donné, tu sais, Ahmed, il y a des ours autour de nous. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? On vient de se rencontrer. Donc non, c'est vraiment quelqu'un de super et c'est devenu un ami. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est de vivre un temps très fort, très privilégié, de pouvoir continuer aussi cette expérience dans le temps. Ça, c'est ce que je répète aussi souvent à mes invités. Je suis très sensible à l'expérience du temps long. C'est pour ça que je leur prends leur portable aussi. Ne pas être, vous posez la question, vous l'avez un peu brimé quand même, parce que là, 31 ans, il fait partie de la génération ultra connectée, comme on dit aujourd'hui. C'est un peu sa troisième main, hein, le téléphone portable. Comment il a réagi? La cure de désintoxication a été très dure ou... Alors, c'est marrant parce que souvent, ils pensent que ça va être très dur. Parce qu'on leur enlève. C'est vrai que cette petite machine, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis on est sollicité, il y a des petites notifications, bim. Donc notre cerveau, en fait, il est habitué à être sollicité tout le temps. Donc quand je lui prends le portable, il se dit, mais en fait, on est en train de me retirer un prolongement de moi-même. Là, comment je vais faire pour vivre? Tu m'amènes dans les montagnes, sans réseau, sans rien. Et en fait, ce qui paraît difficile au début, très rapidement, ils s'en rendent compte qu'en fait, très rapidement, on s'en fiche en fait. Et ça permet d'être vraiment dans la discussion, dans la rencontre avec l'autre, d'avoir le temps de discuter, d'avoir le temps du vide, d'avoir le temps aussi de quelque chose qui n'a pas d'intérêt peut-être, de l'ennui en fait. Mais c'est hyper important. Et en fait, on se rend compte que dans ces creux, tous ces creux qu'on filme aussi et qu'on vit, jaillissent de très belles émotions. Et je trouve que justement, d'avoir ces creux, d'avoir ce vide, d'avoir ce manque, permet aussi, dans cette expérience, de sortir de sa zone de confort et de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Notre cerveau, 70% des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc voilà, et le fait d'avoir le portable, c'est rassurant, c'est un doudou, c'est un peu le doudou de la nouvelle génération. Et ben, du coup, ne pas être avec ce portable et être vraiment face à l'inconnu, ça nous révèle aussi quelque chose. Et en laissant le temps se révéler, et ben, là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que tous les invités en ressortent avec beaucoup de richesse, je pense, et en ayant pris conscience de cette expérience profonde, qui, à l'heure actuelle, part 3 semaines ou une semaine vraiment sans portable. Franchement, ça n'existe plus. Une temporalité différente. Damien, question encore. On va prendre une question de Théo qui s'interroge. Quelle personnalité aimeriez-vous recevoir dans votre émission? C'est vrai, vous avez une personnalité en tête comme ça? Non, il y a plein de gens que j'aimerais recevoir parce que quand on a la chance d'être au contact de certains artistes, moi je suis toujours très admiratif de leur travail, de la création. J'étais hyper heureux de partir avec Vianney. J'espère. J'ose pas trop dire des noms parce qu'en fait, tous les noms que j'ai envie de vous dire, c'est les prochains. Parce qu'il y en a plein qui veulent partir et ça, c'est super. Et donc, en fait, je me rends compte que ça soit en France ou à l'étranger, on a des réponses et d'un enthousiasme fantastique. Et donc tous ceux, en tout cas, tous ceux qui viennent, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de partir. Ça ne veut rien dire, je n'ai pas la réponse. Voilà. Jusque-là, c'est vrai que vous avez eu toujours des personnalités très réceptives à l'expérience que vous leur proposiez, parce qu'effectivement, elles vont s'intéresser à l'autre, elles vont être dans l'humour, comme Ahmed Silla. Mais est-ce que vous craignez cette personnalité qui sera complètement fermée, qui va vraiment péter un câble, si j'ose dire, parce qu'elle va être au milieu de rien, parce qu'elle ne va pas vouloir s'ouvrir? Mais moi... Premièrement, je suis voyageur avant d'être présentateur. L'expérience du voyage, j'ai fait un tour du monde, j'ai voyagé j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc j'ai une capacité d'adaptation et j'ai une capacité aussi d'adaptation au territoire, mais aussi à la personne avec qui je parle. Et pour moi, c'est extrêmement important de les sécuriser. Je suis là, j'ai l'expérience du voyage, je sais comment ça peut se passer. Et il peut avoir des coups de mou, c'est normal. Quand on vous emmène quelque part 3 semaines sans portable, à dormir à -30 au milieu de la pampa, c'est normal que ça soit compliqué. Mais j'ai aussi envie de faire de cette expérience une expérience profonde aussi pour eux et de les accompagner. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi la vision du monde qu'on doit transmettre qui est importante. Et moi, je pense être assez positif pour aussi les pousser à profiter. Et souvent, franchement, ils ont conscience de la chance qu'ils ont. J'ai conscience de la chance que j'ai aussi. On a conscience qu'on est en train de vivre un truc complètement incroyable, une alchimie qui est en train de se passer un peu unique. Et vraiment, dans mes invités, il n'y en a aucun qui s'est plaint. Qu'à un moment donné, on soit fatigué parce qu'on fait 20 bornes. Ça, c'est normal. Tout le monde fait ça. Mais au fond, il n'y en a jamais vraiment qui se sont dit « Oh, qu'est-ce que je fais ici ?» Ça arrivera peut-être, hein, je ne sais pas, mais
On a tellement de chance. Je veux dire, tout le monde, les gens m'arrêtent dans la rue pour dire merci, vous nous faites rêver. C'est un peu aussi la présentation. On a la chance de faire ça. Et ils ont conscience qu'ils ont de la chance aussi. Donc, non, franchement, voilà. Et puis après, moi, je rencontre mon invité aussi avant de partir. Et je sens aussi, et si je sens que ça peut arriver, si ça ne m'est pas encore arrivé, mais si je sentais que c'était très compliqué, parce que 3 semaines, ça peut être long, je dirais, voilà, j'essaierai de creuser en disant, voilà, pourquoi en fait ? Pourquoi tu pars ? Quels sont vraiment tes moteurs ? Si c'est un moteur pour être vu ou pour faire de la promo, alors ok. C'est pas la peine. Si c'est pour vivre quelque chose de différent dans ta vie, parce que la vie est courte et qu'il faut en profiter, alors oui, on peut partir. Dans le magazine qu'on découvrira donc mardi, vous rencontrez Joseph, un jeune berger. Il vit avec sa colocataire, Élise, au milieu de la montagne, avec surtout des brebis. Qu'est-ce qui pousse en effet ces personnalités à s'isoler au beau milieu de la vallée ? Je pense que lui, alors il faut parler de Joseph, après ça peut être, je pense qu'il y a un retour à la terre extrêmement important. Et d'autant plus important après l'année qu'on vient de vivre. On s'est rendu compte pendant le confinement que les gens qui avaient un espace, qui avaient un jardin, qui avaient un lopin de terre, qui pouvaient cultiver, bah oui, ça fait du bien. Et en fait, être dans la nature, ça a été prouvé scientifiquement, ça fait du bien. Et d'ailleurs, l'Islande, pendant le confinement, le gouvernement demandait à sa population tous les jours d'enlacer un arbre pendant 10 minutes, parce qu'ils savaient que être en contact avec la nature, c'était bon. Donc je pense qu'il y a un retour de cette génération qui s'est dit, mais en fait, les métiers manuels, c'est pas que les métiers intellectuels qu'il faut valoriser, c'est les métiers manuels, faire quelque chose. C'est extrêmement important, de ses mains, le vivre, être en phase avec la nature, la lumière, les éléments. Mais en fait, beaucoup de gens commencent à se poser des questions en disant « Mais moi, est-ce que c'est bien de vivre dans une grande ville ? Est-ce que je n'irais pas maintenant, avec le télétravail, être au bord de la mer, profiter ?» En fait, on revient à quelque chose qui presque est naturel, en phase avec la nature et dans laquelle on doit vivre. Donc moi, je comprends cette envie de vivre. Alors lui, il est vraiment en estive, on va dire, pendant des mois avec ses brebis, mais il a une relation tellement forte et tellement belle avec ses animaux. Il y a tellement d'espoir, il y a tellement de sensibilité, d'émotion. C'est des gens qui sont contemplatifs, qui ont un autre regard aussi sur le monde. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il nous offre ce regard et d'un coup, ça nous fait quelque chose. Et c'est pas une forme de plaidoyer aussi justement pour vous parliez des brebis, pour le bien-être animal ? Si, mais c'est un plaidoyer, cette émission, pour ce voyage, pour plein de choses, pour un respect de la terre, pour le bien-être animal, pour l'humanité. En fait, ce qui ressort pour moi de Nos Terres Inconnues, c'est cet espoir de dire tous ces fils invisibles qui nous relient autour d'une culture, autour d'un territoire, autour d'une langue, autour d'engagements concrets. Au Pays Basque, c'est pas du blabla, c'est pas de la théorie. Ils sont dans l'action, je veux dire, ils sont dans cette transformation du monde qu'on veut donner à nos enfants. Ça, c'est essentiel, ça fait du bien. Et évidemment, c'est un plaidoyer. Et c'est pour ça que je suis hyper heureux. Et d'ailleurs, Frédéric, quand il a pensé à cette émission de dire, tiens, on fait Nos Terres Inconnues en France, il y a plein de gens qui ont dit sûrement, mais c'est quoi le dépaysement, l'exotisme En fait, on se rend compte que, évidemment, notre pays est fantastique, qu'on peut être dépaysé à 2 heures et qu'on s'en rend encore plus compte maintenant, après le confinement, où les gens ont redécouvert leur territoire. C'était assez précurseur au final. Donc non, je suis à 20h50 pouvoir proposer ça, je trouve ça essentiel. Un plaidoyer et de l'évasion. Damien. Justement, vous parliez de la case et c'est intéressant et ça rejoint une question de Patrick qui souhaite savoir pourquoi votre émission ne se trouve pas sur France 5. C'est vrai que le voyage, l'évasion, tout ça, c'est sur France 5, c'est pas sur France 2. Mais je pense qu'il ne faut pas raisonner... Je pense qu'il ne faut pas raisonner déjà l'évasion sur France 5, il y en a sur France 3 avec Faut pas rêver, il y en a aussi sur France 2. C'est vrai qu'il y en a sur France 3, vous avez raison. Donc en fait, chaque chaîne a un peu sa signature, on va dire. Là, c'est vrai qu'avec une personnalité, c'est un film... Et c'est vrai que quand je le vois, c'est tellement beau avec les équipes de Pierre Stine, c'est tellement bien filmé, c'est presque cinématographique. On est plus dans un film que dans un documentaire classique. Ça peut correspondre, mais après, vous savez, les cases bougent. On l'a vu avec France Télévisions. Il y a Stéphane Bern est passé sur France 3. Capitaine Marlowe est passé sur France 2. Exactement. Donc ça peut. Après, ça, c'est des gens dans des bureaux qui décident à un moment donné, suivant l'audience, suivant plein de choses. Mais ça, moi, ça me. Vous parliez de Pierre Stine. Vous êtes combien de techniciens lors de chaque tournage ? Parce que c'est vrai qu'on vous voit qu'à 2. On a l'impression que vous êtes effectivement un peu seul au monde. Mais est-ce que derrière, il y a un bus de régie et de techniciens ? On est une petite équipe parce qu'il faut être mobile. Il y a 2 réalisateurs. Alors pour Rendez-vous en Terre Inconnue, il y a 2 réalisateurs historiques, c'est Christian Gaume et Pierre Stine. Ils ont chacun leurs équipes. Là, Nos Terres Inconnues, c'est Pierre Stine. C'est extraordinaire de pouvoir travailler avec eux pour 2 raisons. Premièrement, c'est des gens, on oublie qu'ils sont là. La caméra n'existe plus. Ils tournent tout le temps, je ne sais pas comment ils font. Et moi, d'ailleurs, mais même les invités, ils sont un peu décondensés parce que
on ne sait plus quand est-ce que ça filme pas, et en fait, on continue tout le temps. Donc, en fait, ils ont aussi comme ordre de ne jamais intervenir, je ne veux pas les entendre, donc ils sont invisibles. Et donc ça permet de vivre pleinement. Et puis, c'est une équipe qui est extrêmement humainement alignée avec les valeurs de Nos Terres Inconnues et ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est aussi, après... un support de discussion même avec les gens qu'on rencontre. Il y a des liens qui se tissent. Et d'ailleurs, on est tous en groupe WhatsApp après, on discute tous. Ceux avec qui j'étais à Ouessant, j'ai encore parlé avec eux parce que Nicole Ferroni faisait des blagues sur le groupe WhatsApp. Voilà, on est tous aussi, on continue cette histoire qui nous a marqués. Et je pense que la qualité de l'émission, en tout cas dans ce qu'on voit, dans les relations qu'on a avec les gens, ne serait pas possible s'il n'y avait pas cette fantastique équipe derrière qui... Et puis c'est les meilleurs, quoi. Franchement. Voilà. Et d'ailleurs, tous les invités qui ont l'habitude de tourner, ils sont assez surpris. Depuis que vous avez succédé à Frédéric Lopez, qui a créé l'émission, on va le rappeler, en 2019, cette émission rassemble entre 2,6 à 3,3 millions de téléspectateurs, près de 12,5, 13% de part d'audience. Mais depuis septembre 2019, vous n'avez proposé que 3 numéros de Nos Terres Inconnues. La faute au coronavirus, comme on dirait Oui. Enfin, oui et non. Ça veut dire qu'on a eu moins de tournage, c'est sûr. Mais maintenant, on pourrait. Chaque film prend du temps. Et d'ailleurs, c'est très différent. Ça confie un peu la gestion de la pénurie volontaire ou... Non, c'est pas du tout. Parce qu'en fait, pour faire un film, on ne se rend pas compte, mais pour avoir la confiance des gens qu'on rencontre, c'est des mois de préparation. Et en fait, un film, entre la post-production et la préparation et le tournage, on va dire peut-être un Nos Terres Inconnues, c'est 8 mois. Donc on ne peut pas en faire 10. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Je préfère en faire peu et de très bonnes factures que beaucoup et de moins bonnes factures. Et donc, à chaque fois, on veut proposer un film unique. On ne sait jamais ce qui va se passer entre notre invité, les gens qu'on rencontre, le territoire. Il y a une alchimie qui doit se passer. Il y a aussi de l'inconnu, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en fera pas plus de 2 ou 3 par an. Frédéric Lopez, dont on parlait, il a lancé cette émission en avril 2018, s'est retiré de l'antenne, mais il reste au générique de l'émission. Quel est son rôle un peu dans l'ombre ? Mais plus qu'au générique. Producteur à part entière, Frédéric Lopez produit, il est là à chaque réunion, on discute tout le temps ensemble. Moi, je trouve ça fantastique parce que déjà, c'est rare qu'un animateur télé, qu'un présentateur, producteur au plus haut décide de se retirer et de se retirer en pensant à la succession et de m'épauler pour le passage et de continuer dans l'ombre pour accompagner le programme avec ses valeurs, avec son ADN. Donc oui, moi, je suis toujours en discussion avec lui, avant, pendant, après. Et souvent, même à la fin de Nos Terres Inconnues, on ne le voit pas, mais il vient le dernier jour, après, quand tout est fini. Et ça permet aussi lui qui a connu les personnages sur papier, de pouvoir les rencontrer aussi, ces intervenants. Et donc, il est toujours là, ouais. Et donc, il a un rôle pivot essentiel. Et c'est un bonheur de travailler ensemble. Dernière question, Damien, ouais. internaute. On va prendre une question de Rania qui s'interroge. Lorsque vous ne tournez pas Nos Terres Inconnues, que faites-vous ? Je fais le tour du périph'. Parce que je me dis, je vois de trop belles choses maintenant. Dont des embouteillages. Dans les embouteillages, et je fais un maximum. Alors déjà, je lis, j'ai un temps, j'aime aussi avoir du temps. Ouais. Et là, actuellement, je me suis lancé dans une nouvelle aventure en lançant un média de voyage sur Instagram qui s'appelle Pétaouchnok, autour de 3 valeurs. L'inattendu, ce que j'aime, l'inconnu, c'est pourquoi je voyage, le tourisme responsable et une vision très optimiste du monde. J'ai envie de proposer des solutions. On connaît les problèmes, mais j'ai envie justement qu'on puisse porter des solutions pour le voyage de demain. Quel impact on va avoir, comment ça peut changer. Avec un ton un peu entertainment, un peu délirant, sympa. Ça s'appelle Pétaouchnok, donc on est en train avec Antoine Delaplace, avec qui j'ai fait mon tour du monde, que je connais depuis la 4e, mon pote d'enfance. On est en train de développer, on est bientôt 100 000 au bout de 6 mois. Et ça me prend pas mal de temps, parce que ça pourrait être une émission aussi télé. Et vous aimeriez prendre les rênes d'une émission comme Frédéric Lopez, une émission de confession, par exemple ? Frédéric Lopez était un peu le confident du service public, avec La Parenthèse Inattendue. Il a fait 1001 vies aussi, je crois, l'après-midi sur France 2. Vous aimeriez prendre ce genre de... Je ne suis pas sûr que 1001 vies, par exemple... Alors, La Parenthèse Inattendue, ça me plairait. Parce qu'on est dans un cadre que je trouve qui fait partie de l'émission, cette maison avec le plaid qui était ferraillé. Et puis d'avoir ce temps aussi avec des personnalités, puis ça me permettrait aussi de me dire tiens, j'aimerais bien partir avec lui, de pouvoir aussi un peu
tâter le terrain. Donc ça me plairait. Mille et une vies, je pense que c'est pas forcément moi et je pense que c'est un rythme aussi très compliqué et je suis très admiratif de Faustine qui fait ça aussi tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui parce que ça demande tellement d'énergie, de concentration, d'empathie. Enfin, c'est rinçant, c'est très difficile à tenir tous les jours. Donc je pense pas que ça soit moi, mais la parenthèse beaucoup plus. Une dernière question avant de vous rejoindre à Pétaouchnok, on l'espère Ouais. pour nous tous dans les mois qui viennent. Que devient-il de rendez-vous en terre inconnue? Ça va revenir à l'antenne? Oui, alors déjà, il y a eu un voyage qui a été fait avec Vianney. Qui est en boîte aujourd'hui, qui a été enregistré. Qui est enregistré, qui a été fait début janvier. Où ça? Et ça, je ne peux pas le dire pour l'instant, Vous pouvez pas mais on l'annoncera. Donc c'était un voyage fantastique, j'ai vraiment hâte de partager. Vianney, une vraie belle découverte. J'ai eu beaucoup de chance de partir avec lui. Et je devais repartir en avril-mai, mais malheureusement, avec la situation actuelle, ce n'était pas possible, et pour plein d'autres raisons. Et donc, on va sûrement décaler le tournage en juillet. Avec quelle personnalité? On attend la réponse dans 2 jours. C'était bien essayé. Oui, je peux. tenter. Un Un peut-être chanteur? vous dire. Un acteur? Non, ça sera sûrement une femme. Une femme? peux vous dire, voilà. Et Ouais. actrice, chanteuse Peut-être les deux, peut-être Peut-être les enfin, deux. j'en sais rien. Vous êtes bien mystérieux. Du chat et de la souris. Merci Raphaël Duncan d'être venu. Restez encore un instant avec nous sur ce plateau. Damien, demain. Alors demain C'est le on week-end. dort, après-demain on dort, après-demain on est la tête C'est dans la les Pâques. yeux, c'est Pâques effectivement. Donc on se retrouve mardi très exactement avec un animateur, même un humoriste qui a été connu dans le studio Bagel, ça c'était sur YouTube, aujourd'hui il est sur C8. Vous l'avez connu dans Le Pire Stagiaire, et bien désormais il va être le pire gendre. Il s'agit de Greg Guillotin que nous allons recevoir sur ce plateau et qui viendra donc nous parler de ces pièges qui sont assez savoureux, vous verrez. Très bon week-end et surtout donc rendez-vous mardi soir en prime time. Un mot pour dire pourquoi il faut absolument regarder ce rendez-vous. Mais parce que ça va vous faire du bien, ça redonne de l'espoir. 20h50 avec Ahmed Silla, vous allez en prendre plein la vue, plein les yeux et surtout plein le cœur pour parler justement de cette humanité qui nous manque actuellement, ces grands espaces aussi, mais qu'on peut retrouver l'espace d'une soirée. Et puis j'espère que vous partagerez avec ceux qui sont autour de vous, votre famille, vos amis, tous ces messages d'espoir. Et puis Ahmed est extrêmement drôle, donc vous allez aussi beaucoup rigoler. Il a eu très très peur, mais ça je ne peux pas vous en dire plus. Merci Raphaël. Merci, Raphaël. Très bon voyage. Merci à vous.